Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse, on décortique et on donne notre opinion sur l'actualité de la semaine. Cette semaine, on a beaucoup de beaux sujets et on a encore un plus beau commentateur avec nous, car cette semaine, la personne qui va nous aider à comprendre l'actualité, c'est M. Jules Simard. Bonjour Jules. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? On est en forme. Il faut bien que ça se passe, même si nous sommes covidés. Oui, mais on a quand même l'impression que ça va mieux, mais il ne faut pas, je pense, baisser nos gardes parce que, comme tu disais si bien il n'y a pas si longtemps, le virus est encore là. Exactement. Et comme il est là, si on part du principe, on se donne de la sécurité en se disant, bon, ben écoute, il y a bien moins de monde qui l'attrape, donc je ne l'attraperai pas. Je pense que c'est là que j'ai écouté un reportage hier soir parce que Radio-Canada a pu aller maintenant dans les unités dites Oui. de COVID à Montréal. Et la personne qui était là dans une quarantaine d'années, qui a dit, tu sais, fiez-vous pas au fait que tout va bien. Ouais. Et dit, le mot t'a dit virus, il est là. Et moi, je l'ai attrapé. Je ne sais pas si c'est mes enfants. Quand il l'avait attrapé à Noël, il était encore hospitalisé. Il n'était plus aux soins intensifs, mais il venait de sortir des soins intensifs, mais il était encore hospitalisé. Ça allait pas bien. Tu sais, il dit, écoutez, il dit, j'ai un message à vous dire. Lavez-vous les mains. Tenez-vous à distance. Puis il dit, arrêtez d'avoir du monde ou arrêtez d'en voir un peu plus. Qu'est-ce que tu penses de... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disaient, bon, la peur, là, c'est la semaine de relâche. On se rappelle, l'an passé, ça avait été désastreux. Là, on a l'impression, je sais pas de prendre ça à la légère, mais de faire, bon, on ne fermera pas les régions, on va faire confiance au couvre-feu. Moi, ça me fait peur que j'aimerais vraiment pas ça qu'après la mi-session, là, on ait une autre flambée et qu'on soit obligé de se reconfiner encore. Ben, moi, je pense que ça peut peut-être arriver. Ouais. OK? Par contre, là, le gouvernement, et ça a bien beau être M. Legault là, qui mène le bal un peu en disant aux Québécois et aux Québécoises, écoutez, faites ci, faites ça. Là, il faut qu'il soit écouté. Il faut qu'on écoute aussi ce qu'il a à dire et qu'on applique ce qu'il a à dire. Et je pense que là, actuellement, il ne peut pas en demander plus. Non, mais... Or, comme il ne peut pas en demander plus, il faut qu'il baisse un peu la tension sur certaines choses. Ce qu'on a vu, c'est que c'est la coercition qui a marché. C'est pas le bon vouloir des gens, là. Ben, moi, je pense plus que c'est quand on a formé un magasin au mois de décembre. Oui. Couvre-feu. Le couvre-feu, là, il a fait en sorte que, oui, tu te visites peut-être moins le soir. Il y a à Chicoutimi, là, qu'il y a eu un party de 9 000 $, là, que ça lui a coûté pour 6 personnes. Il faut penser que les gens, oui, ils sont prêts, mais à un moment donné, il faut que tu éclates. Il faut que ça... C'est bien beau être dans sa maison, dans sa cabane, puis dans son loyer, puis pas voir grand monde, mais c'est que tu veux que je te dise, non, on est des êtres sociaux. Absolument. Et il faut qu'on en envoie un ou deux de temps en temps. Et, tu sais, ça, là-dessus, je pense que là, le gouvernement, il ne peut pas. Allez, bon, qu'est-ce qui va se passer? Fort probablement que oui. Je monte à mon chalet en fin de semaine. Je suis sûr qu'il y a du monde dans le chalet. OK? Ouais. Je suis sûr qu'il y a du monde. Puis, on n'est peut-être pas juste un ou deux là, par chalet. Là. On est peut-être aussi... Fort probablement que cela existe. Et entre autres, dans la période de relâche, je pense que ça peut peut-être... En accordant, certains types d'activités qui reviennent, on parle des cinémas, on parle le fait de pouvoir aller faire un tour au restaurant ou ces choses-là, ça permet de faire en sorte que, oui, tu donnes une certaine relâche, et je dirais un peu plus contrôlée. Mais entendons-nous sur le mot contrôle, là. C'est quand... Au moins, les gens ne partiront pas dans le sud une semaine, là. Ben ça, au moins, ça l'a été... en tout cas, si tu veux y aller, ça va te coûter un bras, comme on dit. Là, actuellement, enfin, le gouvernement étranger qui nous dirige actuellement a pu faire en sorte que on n'interdit pas, mais on a vraiment encadré
la pratique des voyages à l'extérieur, c'est quand même un fait là, que tu permets de faire en sorte que le virus se propage peut-être davantage. Bon, on va suivre ça attentivement dans les prochaines semaines avec la mi-session qui s'en vient dans quelques semaines déjà. On va revenir dans le coin, on va parler de la MRC, Maria-Chapdelaine, mais vraiment de la MRC, qui ont déposé le plan stratégique 2020-2025, un plan qu'ils qualifient eux-mêmes d'ambitieux. Je ne sais pas si tu as pris le temps de regarder un peu. Je sais que l'année dernière, on a adopté ce fameux plan de développement pour les 5 prochaines années, 2020-2025. Et on a mis de l'avant, donc, des actions. Il y a eu quelques actions qui avaient été mises l'année passée. Et cette année, il y a encore, je pense, une 150aine d'actions qui sont remises de l'avant, afin de faire en sorte que les 5 grandes lignes qui orientent ce plan d'action, ce plan de développement-là, puissent se réaliser et qu'on puisse être capable, dont, entre autres, une meilleure communication avec les citoyens. Ça, là-dessus, il y a effectivement des éléments qui sont à travailler et qu'on se doit d'avoir. Tu sais, c'est pas de dire, écoute, bon, ton compte de taxe cette année, là, il vient d'augmenter ça, c'est pas la communication, ça, c'est une directive. Ouais. Mais au moins, je prends un exemple. Au cours de l'été, on a eu dans le secteur un grand feu, dans le secteur de la Péribonka et les passes dangereuses. Et on a des propriétaires de chalets qui sont dans ces coins-là et qui ont été avisés, OK, que, bon, soit qu'il fallait que vous quittiez parce qu'on ne savait pas si le feu allait se rendre là, ou encore, si vous ne quittiez pas, au moins vous organisez pour pouvoir faire en sorte que votre bien ne prenne pas en feu. Il y a eu, je sais qu'au niveau de la MRC, on a plus particulièrement, parce que c'est quand même eux, la MRC qui est aussi le gestionnaire des baux de villégiature. Or, il y a eu effectivement une information qui a été rendue tant par la SOPFEU via la MRC pour pouvoir être en mesure d'aviser des propriétaires. Bon, bien, le chalet, le feu n'est pas dans votre coin, il est dans tel arbre. Or, là, on vient de remettre de l'avant, donc, une forme de communication sur un service qui est offert. Qui est de faire en sorte que, bon, propriétaire, écoutez, vous n'avez pas à vous inquiéter, le feu n'est pas dans votre secteur, ou encore, oui, inquiétez-vous, le feu s'en va dans votre secteur. Ce genre de communication-là. Oui, la communication est importante en politique. Ça démontre de la transparence, ça démontre, en fait, du leadership. Puis je me rappelle, il y a quelques années, quand on avait embauché une personne en communication ici à la ville de Dolbeau-Mistassini, il y a des gens qui disaient « As-tu vraiment besoin de ça? » Moi, je pense que ça a fait ses preuves puis que ça démontre que la communication est beaucoup meilleure avec un agent de communication. C'est parce que, oui, c'est parce que ce qui en vient, c'est que quand tu fais la communication à l'endroit à partir d'un gouvernement quelconque, c'est que tu embauches un ou une fonctionnaire pour pouvoir le faire. Ce que tout le monde a peur, c'est que le discours soit davantage politique qu'informatif. Ouais. Or, cette crainte-là restera toujours, OK? Mais, parce que, regarde, là, actuellement, le gouvernement du Québec, on en a la meilleure des preuves. Depuis un an, on a, à tous les mardis, une conférence de paix, à tout le moins, au début, c'était à tous les jours, mais un premier ministre qui, effectivement, on n'était pas habitué à voir ça. C'était le bulletin de nouvelles, habituellement, qui nous amène. Maintenant, là, oui, on s'adresse directement aux citoyens via les... À un moment donné, oui, le capital politique actuellement, là, de François Legault, là, il fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu un premier ministre au Québec qui bénéficie non seulement d'une telle audience, mais aussi d'une écoute et d'une forme de respect. On aime la façon dont il aborde. En temps de crise, on aime les gouvernements paternalistes. La CAQ en est clairement. Il est exactement. Alors, tu comprends, c'est ce genre de choses-là qui fait en sorte qu'au niveau des communications, pour en revenir à notre débat initial, que la communication, oui, c'est important, mais par contre, on a toujours un effet de se dire, bon, ben, ouais, tu sais, c'est l'élu en place qui a la possibilité de... t'as jamais vu autant de publicité gouvernementale actuellement.
Oui, il y a beaucoup d'informations à passer au terme. Exactement, mais au niveau de la COVID et ce jour-là, n'a jamais eu autant que ça. C'est très bon pour les médias d'information parce que ça leur permet d'avoir une entrée d'argent. Mais cette communication-là, le message, qu'on le veuille ou non, a une connotation politique. Ouais. Et ce qu'on a peur, c'est la partisanerie qui va s'en... Il va toujours y en avoir. On va toujours en avoir. C'est le phénomène. Restant à la MRC, oui. non, c'est correct. Luc Simard, préfet, qui va terminer son premier mandat, a déjà annoncé qu'il va solliciter un deuxième mandat. Pour toi, bonne, mauvaise décision? Quel bilan tu fais du premier mandat de M. Luc Simard? Je vais dire un peu comme... regarde, je pensais justement à ça hier soir. Le gouvernement de la CAQ, il y a eu un dossier réglé. Un gros. Oui. OK, puis on est encore dedans. Ouais. On va retenir du bilan de ce gouvernement-là qu'il a fait la COVID. OK, il y a eu à gérer la COVID. On n'a pas vu... il y a eu, oui, des mini-dossiers là, qui ont été remis de l'avant, entre autres au niveau des forêts. Mais là, j'ai fait la maternelle 4. Fini, là. Ouais. On n'en parle même plus. Là. OK? Ce qu'on retient, c'est la COVID. Alors, si je regarde le gouvernement de la MRC, a eu, lui aussi, à gérer la crise de la COVID. Alors, tu n'as pas vu, on n'a pas pu voir de grands dossiers aboutir ou de petits dossiers nécessairement aboutir. On a été pognés avec ce phénomène-là. On a eu, parce que ce qu'il a eu à gérer, donc, ça a été cela. Lui aussi, le gouvernement, en bonne partie, pas les 4 ans au complet, parce qu'on sait que c'est la 4e année, mais au moins les 2 dernières années de son mandat vont avoir été menées à ça. Tu vois ça de bonne augure, un retour de M. Simard à la préfecture? Oh, je pense que on sait qu'il y a eu un ou deux autres candidats, je pense, qui peuvent s'annoncer. Tant qu'il n'y a rien, quand il n'y a pas d'annonce, tant qu'il n'y a pas eu d'annonce, j'en parle pas. Ben, c'est ça. Maintenant, il reste que je pense que c'est de bonne guerre qu'effectivement, il se représente pour pouvoir être en mesure de poursuivre ce qu'il a à faire. C'est quand même pas, pas quelqu'un qui a 90 ans non plus. Non, puis son bilan n'a pas été teinté par des aspects négatifs. Moi, je n'ai pas souvenir d'un moment où ils ont été dans le champ. Je pense qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire, puis ils ont des beaux plans de planification stratégique. Ce genre d'outil-là, qui est de plus en plus mis de l'avant au niveau des gouvernements, c'est quand même un outil qui permet de faire en sorte que les gens puissent être en mesure de se dire on se dirige vers tel et tel projet ou tel et tel accomplissement. Ça légitimise, en fait, les actions. Exactement. Et ça peut faire... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même aussi, oui, un élément démocratique qui est relié à cela, parce que tu as une consultation qui se fait, tu as une consultation citoyenne qui se fait. C'est toujours les mêmes qui, tu diras, qui participent, pas grave. Au moins, ils participent. Et au moins, ils permettent de faire en sorte que... C'est pas de leur faute à ceux qui participent. Là. Exactement, qui sont... tu sais, on n'a pas les absenteurs, comme on dit, mais il reste que ça permet de faire en sorte... C'est le genre d'outil qui fait en sorte qu'un gouvernement, quel qu'il soit, s'il met de l'avant, effectivement, et qu'il applique les éléments qui ont été mis de l'avant, ben, ça leur donne un bon bilan, qu'on le veuille ou non, après les 4 ans. OK, on va s'en aller à Sainte-Jeanne d'Arc. Je ne sais pas si tu t'en vas souvent à Sainte-Jeanne d'Arc, mais la courbe pour entrer à Sainte-Jeanne d'Arc est considérée comme une courbe dangereuse. Le ministère est en train de regarder, mettre les propositions sur la table. Ça serait quoi ta solution? Est-ce que tu considères que c'est une courbe dangereuse? Il y a eu des accidents là périodiquement dans le temps. Là. Je pense que c'est un endroit que c'est vrai qu'il faut faire attention. Ah oui, il faut faire attention. Mais écoute, ça a sorti pour prendre dans un exactement tournant. dans un. Quoique là, au niveau du tournant, remarque qu'on a eu quand même beaucoup. Entre guillemets, d'éclaircissements qui ont été faits parce qu'il y a eu un propriétaire privé qui avait une forêt privée, donc il l'a mis à terre. Donc, ça fait en sorte que
peut-être que tu as plus de vent, là, lors d'une poudrerie ou lors d'une tempête, ça peut amener certaines problématiques, mais je pense qu'il est important que, oui, on regarde la position. Et ce que j'ai pu en lire actuellement, c'est qu'au niveau des élus de la municipalité, on demande au ministère des Transports de voir à la rendre encore davantage sécuritaire afin qu'il n'y ait pas moins d'accrochages ou d'accidents qui peuvent s'y dérouler. Le ministère dit, écoute, oui, on va regarder l'ensemble de tout là. On n'a pas de solution à vous amener, mais on va regarder c'est quoi les vrais problèmes qu'il y a reliés à ça. Est-ce que c'est le fait que quand on arrive du village, on sort trop vite puis on embarque? Peut-être que c'est ça. Ils vont donc procéder à une analyse non seulement de la configuration de la route, mais au niveau du comportement des usagers, que ce soit sur la 169 ou que ce soit sur la sortie, pour voir c'est quoi les types de problèmes qu'il peuvent y avoir. Peut-être que c'est, encore une fois, souvent de fois, quand on discute, on en arrive à la conclusion que l'éducation est souvent de fois un des éléments de solution pour pouvoir soit changer les comportements, les choses. Peut-être que c'est aussi là qu'il devra y avoir des éléments, peut-être qu'une réduction de la vitesse avant, sur la 169, avant que tu passes là, l'élargissement aussi. C'est parce que l'élargissement, là, ce que tu vas faire, là, c'est que tu vas créer ce qu'on appelle des 4 voies. Y a-tu quelque chose de plus dangereux qu'un 4 voies? Quand tu te fais dépasser à droite et à gauche, parce que tu sais pas, ou encore même quand tu te mets un 6 voies, là, un 3 voies, tu te fais dépasser à droite et à gauche, là, tu restes dans ta tête, c'est vrai. Mais là, s'il faut que tu tournes, là, OK? Et puis que tu en as un qui s'en vient plus vite parce que, tu sais, moi, les 4... Non, c'est sûr, mais... Écoute, on a eu à un moment donné tout le débat ici en ce qui regarde le boulevard des Pères. Est-ce qu'il faut qu'on fasse un 4 voies ou s'il faut qu'on fasse un 2 voies? OK? On a fait à un moment donné un 4 voies. Là, tu te ramassais dans le goulot d'étranglement qui était au pont, aux 2 ponts. OK? Tu vas toujours avoir un élément comme ça. Quand tu te ramasses, là, t'as bien beau dire la limite de vitesse est à 80, là, tu le sais là, que le monde il roule à 110. Si tu veux que je te dise. Mais là, le trouble est là. Non, je comprends, mais en même temps, tu sais, on peut pas mettre non plus... on pourrait, là, faire un 3 stops, si tu veux, puis faire ralentir les gens, les faire obliger d'arrêter. Ouais, mais au niveau de la fluidité, ça va créer d'autres problèmes. Que sur il n'est pas reconnu que tu puisses, même, je pense qu'il y a un aspect légal aussi. Ils l'ont fait quand même à Péribonca. Ah oui, et tu le fais, aussi ici, 8e Avenue. Sur la 8e Avenue, on sait que Boulevard-Vézina est une route, entre guillemets, régionale, et ça fait en sorte qu'il y a mis un stop dessus. Maintenant, tu es quand même à l'intérieur d'une limite municipale, tandis que là, oui, tu es encore à l'intérieur d'une limite municipale, mais tu restes sur le chemin passant, c'est le moins obligé. Ah oui, c'est clair. Je trouve ça correct qu'à tout le moins, on a pris la décision de se dire, écoutez, on va procéder à une réelle analyse de l'élément de la circulation. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va aller chercher des données, on va tout mettre ça dans notre ordinateur, puis on va demander à l'ordinateur de prendre une décision pour nous autres. Bravo. OK, on va s'en aller un peu à Albanel. Multiservice Albanel qui donne de l'aide au maintien à domicile. Le vent dans les voiles, ça devient même une des plus importantes services d'aide maintien à domicile au Québec parce qu'ils ont englobé en fait le même service qui était dans le domaine du roi, donc ils ont grossi. C'est bon pour Albanel, mais c'est bon aussi pour le secteur qui est plutôt bon pour le secteur, c'est peut-être bon aussi pour ce qu'on appelle le maintien à domicile. Dans tout le débat actuellement qui va s'en venir sur la gestion des résidences privées et des CHSLD et le maintien à domicile, parce que ça va faire partie aussi de l'ensemble de tout ce débat-là. Puis il va falloir qu'il y ait un débat. Alors, je trouve ça correct que, oui, une entreprise de cette nature-là, qui fait en sorte que le maintien à domicile puisse être, surtout
écoute, on est quand même... le territoire sur lequel ils œuvrent, là, hein, c'est pas un quartier à Montréal. Non, Hein? C'est un immense territoire. Un immense territoire. Juste en déplacement, ça doit être très coûteux, là. Oui, et ça permet de faire en sorte que aussi des gens de tout ce secteur, de toutes ces municipalités-là, puissent trouver aussi un emploi. Même si ce n'est pas des emplois à 35 de l'heure, là, il reste quand même que ce sont des emplois qui sont nécessaires et requis. Important. Et qui deviennent pour une entreprise comme celle-là. J'ai assisté, j'ai vu la naissance de cela, de multiservices, les personnes qui l'ont. Et au début, c'était pas nécessairement évident. OK? Et qu'est-ce qui en est arrivé? C'est que oui, tu as eu un programme gouvernemental qui a été mis de l'avant pour pouvoir faire en sorte que le maintien à domicile, que ce soit au niveau du ménage, que ce soit au niveau une forme de socialisation aussi qui existe, hein? Le fait que tu puisses faire... ça fait en sorte que on se disait, bon, ça va-tu amener? Puis un des problèmes qu'on se disait, on va le faire à Albanel, on va le faire à Dolbeau, on va le faire à Normandin. Et là, on se rendait compte que oui, il y a un éparpillement là, du personnel qui est requis. Alors, on a réussi. Je pense qu'ils ont trouvé une formule qui fait en sorte qu'on puisse faire en sorte que cette entreprise-là se développe. Oui, puis c'est moi, mon père était longtemps sur le conseil d'administration de notre service, et puis c'est vraiment un beau service. Mon épouse aussi, en même temps. Ah bon, génial. Fais-tu toi, t'as un chalet, tu fais pas de camping l'été? Non. Parce que là, on fait pas de camping, oui, au chalet. Oui, je comprends. Là. Mais c'est parce que là, ce qu'on voit, c'est que l'engouement depuis l'été dernier avec le camping et la fermeture des frontières, tous les campeurs qui préféraient la côte est américaine, je ne sais pourquoi d'ailleurs, là, quel endroit désagréable, mais pour l'été, là, en tout cas, je comprends pas, quand on a le beau lac ici à côté. Mais on voit qu'il y a un engouement. De toute façon, on va revenir là-dessus. Il y a un engouement pour le camping. Et déjà, il y a des fins de semaine qui sont remplies pour l'été prochain. On est au mois de février. Moi, mon père, là, il a attendu la journée où on pouvait réserver, puis il a appelé à minuit, donc le début pour réussir à réserver son terrain de camping. Donc, l'engouement est là. C'est positif, surtout qu'on voit que l'été, la propagation du virus semble plus difficile parce qu'on est davantage en extérieur. Donc, c'est positif pour nos terrains de camping. Il y a un élément cyclique aussi sur la pratique du camping. Oui, il y a des éléments. À un moment donné, tu as des périodes où est-ce que... Je me souviens quand, au début de l'an 2000, je travaillais à la Chambre de commerce à Normandin et on parlait du camping au niveau de l'Hochelaga. Et quand tu discutais avec les responsables du camping, là, on est dans un engouement. Là, tout le monde veut faire du camping. Tu sais, tout d'un coup. Et après, quelques années après, t'as une baisse. T'as une baisse. Et là, les propriétaires les hôteliers trouvaient ça moins intéressant. Puis tout d'un coup, tiens, les hôteliers trouvent ça un peu intéressant parce que là, les gens arrêtaient d'être dans le camping. Il y a véritablement, outre le phénomène du camping, entre guillemets, saisonnier, là, c'est-à-dire tu prends ton espace, tu t'en vas là avec ta roulotte ou avec ta tente. Ça, ce phénomène-là sur les terrains, il est de plus en plus en pratique. Mais moi, ce que j'ai remarqué, j'ai pensé longtemps que c'était aussi un peu générationnel. Tu sais, on voyait beaucoup les boomers. Là. Moi, je prends la génération de mon père s'acheter des Winnebago, puis des campeurs, puis aller camper, puis... Mais là, ce que je m'aperçois, c'est que des gens de ma génération, et même plus jeunes, commencent à s'acheter des tentes roulottes, des roulottes pour perpétuer, en fait, cette tradition-là, qui est quand même agréable, là, en famille, d'aller sur un terrain de camping l'été quand tu n'as pas nécessairement accès à l'eau, au lac ou à la forêt comme toi avec ton chalet. C'est sûr et certain que le camping, en plus, avec ce qu'on vient de vivre avec la COVID, là, comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être un incitatif encore davantage à aller le faire. C'est aussi une utilisation de la forêt ou des grands espaces, aussi qui devient accessible. Oui, qui devient accessible. C'est que tu puisses le faire. Au niveau de la MRC, on va effectivement, maintenant que on vient d'avoir plus de pouvoir pour la gestion des baux de villégiature, donc, et
de la gestion de ce genre d'activité-là aussi, parce qu'on sait que tu peux avoir un terrain pour une coupe dans un secteur, tu peux avoir ton terrain pour l'été, ça te coûte tant, puis il faut que tu le remettes en... Tu n'as pas... T'as un accès à la forêt, OK? T'as un territoire qui t'est pas nécessairement... T'es pas vendu. Ben, il t'appartient pas. D'ailleurs, un bout de villégiature, le terrain ne t'appartient pas. Non, c'est okay? ça. Mais toi, c'est ça que tu as. Tu as ton salaire sur un beau. Puis est-ce que le gouvernement pourrait dire, ah ben là, finalement, on reprend le terrain, puis il faut que tu déplaces ton chalet? Ça pourrait arriver, sauf que tu as quand même des droits à un moment donné. Hein? Et il faudrait que tu aies véritablement une loi qui te permet de dire que tu peux, que tu le fais, que tu peux plus l'avoir. Parce qu'une fois qu'il t'a été transmis, c'est des bails théoriquement. Avant ça, on disait, bon, tu l'as pour 100 ans. Oui, tu sais, aujourd'hui, tu le renouvelles à 3 ans, mais tu as une période, tu sais, que tu peux, qui t'est garantie, entre guillemets, là. OK. OK. Bon, c'est intéressant. Mais c'est bien que, tu sais, ce genre d'activité-là, au niveau du camping, au niveau des activités reliées au plein air, cet engouement-là va faire en sorte que ça peut nous être profitable aussi à nous, dans la région et dans notre secteur, parce que, oui, il s'agit d'une activité économique que l'on se doit l'encadrer, mais que l'on se doit aussi de faire en sorte qu'elle puisse être aussi à l'avantage économique du secteur. Absolument. Dernière petite nouvelle avant la pause, au niveau des agriculteurs. Hein, pauvres agriculteurs, à chaque année, il y a quelque chose. C'est difficile d'être agriculteur aujourd'hui. Il y a beaucoup de détresse psychologique, entre autres. Puis cette année, mais là, ce qu'on s'inquiète, c'est le manque de neige parce que il n'y en a pas eu. Là. Ben là, j'exclus hier où il en est tombé une belle. Ouais, c'est quand même une belle. Moi, c'était assez féerique hier soir. Mais là, bon, on ne le saura pas tant que la neige ne sera pas fondue, mais ça pourrait avoir des incidents graves, en fait, sur les récoltes, en fait, avec le bleuet, puis... Oui, c'est ça. Par contre, il y a un autre phénomène là, qui entre en ligne de compte. On ne peut pas dire qu'on a un hiver qui est excessivement froid. Absolument. Or, tu sais, quand on gèle, oui, le terrain a gelé, il y a un couvert de neige qui est peut-être pas assez épais, mais le gel n'est pas aussi drastique que ce qu'on est habitué à voir. Qu'est-ce que ça va? On peut avoir des inquiétudes, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a. Il s'est reconnu que quand tu as un hiver où il y a moins de neige, effectivement, parce que là, le gel peut pénétrer plus rapidement, plus profondément dans le sol, donc ça peut avoir effectivement des effets négatifs. Est-ce que, bon, le fait qu'on ait un hiver relativement... Si le printemps pleuvait beaucoup, ça allait être correct, c'est ça. Sinon, ça allait peut-être amener des complications. C'est ça. Mais attends, là, on ne sait plus, là. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a parlé de changement climatique. Moi, ce que je trouve drôle, là, c'est que les gens qui nous informent sur la météo, il y a peu de monde qui nous disent ça, sauf qu'ils sont tout... Ah, regarde, il fait moins 40 en Alberta. Hein? Regarde, hier, il faisait moins 40, puis aujourd'hui, il fait plus 2 à Banff. Ouais. Ah, regarde donc. Oui, mais ça, là, ça s'appelle un changement climatique. Et puis, est-ce qu'on est... On est vraiment pogné là-dedans. Moins 10 au là, si on a des habitudes qui vont changer à cause de la COVID, là, dis-toi une affaire, il va y avoir des habitudes qui vont changer à cause des changements climatiques. C'est clair. Et on va, tu sais, on ne le sait plus, là. On ne sait vraiment plus. Habituellement, moi, je me souviens à un moment donné, le 15 de mai, là, OK, il faisait tout le temps beau. Il faisait chaud. Hey, depuis une couple d'années, le 15 de mai, là, on a soit de la pluie, soit du fret. Puis d'un autre côté, au mois de novembre, il fait encore 10-15 degrés. Exactement. Tu sais, ces changements-là vont nous amener aussi à avoir des changements dans nos habitudes. Et fort probablement qu'on pourra revenir sur la question des agriculteurs. Eux, vont être les premiers aussi à en souffrir sur leur production. Parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qui va se passer.
Merci Jules. On vous revient tout de suite après la pause avec le reste des nouvelles. On prend une petite pause de quelques minutes. Allez vous faire un café et on est de retour avec la suite des actualités. À tout de suite. Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque, se laver les mains régulièrement et éviter les déplacements. En cas de symptômes, passez le test et respectez les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Quand tout le monde achète québécois, c'est tout le Québec qui s'investit. On est de retour. J'espère que vous avez pris une belle pause, mais nous, on lâche pas l'actualité parce que j'ai encore des gros sujets. Mais j'aimerais revenir, si tu veux bien, c'est parce que tu as abordé le sujet tout à l'heure, au niveau des agriculteurs et la détresse psychologique. L'année dernière, là, dans mes dernières émissions que je faisais avec Nouvelle Joe du Lac, j'avais interviewé effectivement le président de l'UPA régional. Et c'était une problématique déjà. Là, aujourd'hui, oui, on met de l'avant une campagne de travailleurs de rang, comme on dit, à l'échelle de tout le Québec. Mais dans le temps, il y en avait aussi dans la région. Et ce que le président me disait, c'est que, ouais, c'est grave. Ah non, c'est très grave. Et, tu sais, dans le reportage, entre autres, qu'on a pu voir cette semaine, publié à Radio-Canada, il y avait l'agriculteur qui était un éleveur de bovins. Là, il vend tout. Il arrête tout. Oui, ce qu'il disait, c'est que ça avait été sa fierté pendant longtemps, puis là, il trouvait que c'était devenu un poids. C'est exactement ça, puis ça le rend malade. Alors, il dit, je ne sais pas si l'agriculteur en moi va même revenir. Ouais. Mais le gars, là, il vient de sa vie, là, OK, ça fait 20 ans qu'il fait ça. 20 ans qu'il travaille, comme on dit, comme ils disent dans le reportage, 7 jours par semaine, quasiment 12 heures par jour. Absolument. Ça, tu peux pas. Il faut que tu aies un moral d'acier, je pense, pour être agriculteur. Exactement. Et je pense que c'est une sensibilisation. En tout cas, le reportage a été bien fait. Valoriser l'agriculture aussi, parce que ça fait des années qu'on les prend pour acquis, moi, je trouve, quand c'est la base de la chaîne alimentaire, puis on veut être plus dans l'achat local, puis de produire plus nos enfants, mais il faut encourager nos agriculteurs, puis les aider, puis ça commence par être bien dans sa peau. Exactement. C'est pour ça que je vais revenir un peu là-dessus, parce que j'ai trouvé que dans l'actualité, le fait qu'on en parle, OK, et s'il y a des gens qui sont peut-être peu enclins à parler de leurs problématiques reliées à ça, c'est peut-être aussi les agriculteurs et les agricultrices. Mais le fait qu'on en... J'ai trouvé très courageux de la part de cet individu de parler de ce phénomène-là, de ce qui est arrivé. C'est quand il dit à un moment donné, écoute, je suis arrivé ici, à telle date, à telle heure, je me suis mis à pleurer et ça a duré 2 semaines. Bon, plus rien capable de rien faire, là. Plus rien capable de rien faire. En tout cas, on va suivre ça aussi en espérant que ça aille mieux pour eux. Oui. Prochain sujet, moi, me touche personnellement. J'ai eu beaucoup de discussions, de réflexions. J'ai écouté plein de points de vue avant de me faire une tête là-dessus parce que je trouve que c'est un sujet délicat. C'est la liberté universitaire. Il y a eu une pétition pour préserver la liberté universitaire. On le voit de plus en plus qu'il y a des gens qui ont des sensibilités. Et je ne remets pas en doute la sensibilité des gens, là. Moi, j'aimerais ça trouver un équilibre là-dedans parce que je pense que la liberté universitaire, elle est importante.
faut pas que nos universités deviennent des entreprises puis fonctionnent avec du clientélisme, parce que là, on va perdre toute la base qu'est l'éducation, là. Donc, là, on est là-dessus. La ministre McCann a déjà dit, on se penche là-dessus parce qu'on voit, là, il y a de plus en plus de cas de gens, des professeurs moi, j'en connais plein, là, qui enlèvent du cursus des parties de cours ou qui nomment pas les choses parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des réactions, ils ont peur ils veulent pas choquer, ils veulent pas blesser. Puis en même temps, il faut montrer, il faut parler de certains sujets pour les faire avancer. Il y a des gens qui sont hyper sensibles sur des choses. Maintenant, comment juguler tout ça? Est-ce que ça prend réellement un projet de loi? Est-ce que ça doit être le politique qui gère ça ou les universitaires? Moi, je trouve que les universités et même les collèges sont de plus en plus dans le clientélisme. Et ça crée un problème. Mais c'est un problème qui a été créé bien avant par les différents gouvernements qu'on a eus là, à travers le temps. J'aimerais avoir ta position là-dessus. Ou ton opinion, tes perceptions. Si ça t'a pris du temps à avoir à te faire une idée un peu. Je dois dire que moi aussi, ça m'interpelle, ça. Où j'ai peur, à un moment donné, c'est que une université ne peut être une boîte idéologique. Ouais, OK? Bon, ça, là, dans mon esprit à moi, c'est clair. Il faut que tu aies la possibilité d'avoir un ensemble de cours, l'ensemble de tous les courants, et l'imagination doit aussi être au pouvoir à un moment donné. Et quand je te dis imaginer, ça ne veut pas dire de trouver quelque chose qui n'est pas scientifique, mais d'amener peut-être justement la création d'une hypothèse de travail basée sur avec une imagination. C'est à ça que ça sert. Et l'université doit être cette possibilité-là d'ouvrir des esprits. Si on n'avait pas eu cette possibilité-là, aujourd'hui, là, Internet, là, il ne parlerait même pas. J'en ai un, à un moment donné, qui s'est mis à dire, et dans le cadre d'une recherche, « Écoute, on peut peut-être créer quelque chose de même. » Hey, je me souviens, je racontais à mon épouse cette semaine, que quand j'étais à l'université en sciences politiques, j'avais quelqu'un qui me donnait un cours sur un Américain, qui me donnait un cours sur le système politique américain. OK? Donc, c'était bien placé. Et, à un moment donné, il nous dit, vous savez, moi, j'étais en 76, j'étais à l'université 65. Vous savez, au tournant de l'an 2000, là, on va voter à partir de notre téléphone ou de notre écran de télévision. Bah! Il y avait des sceptiques dans la salle, comme dirait le Capitaine Bonhomme. Mais, en 2000, il s'est passé quoi? Oui, tu vois. Hein? Regarde actuellement à Terre-Neuve. À Terre-Neuve, il a été obligé d'arrêter la votation. Il dit au maire, vous allez voter par Internet. Alors, c'est juste ça pour amener que, oui, à l'université, donc, tu as eu des gens qui se sont dit, on va regarder, on va faire des recherches pour voir de quelle façon ça pourrait s'appliquer. Puis aujourd'hui, tiens, je veux dire, enlève Internet, là, ça fait partie de la vie quotidienne, là, ça. Là. Quand tu regardes le système confédéral suisse, où quand une pétition de 50 000 personnes dans un canton signe une pétition, on est obligé de faire un référendum national sur le sujet. C'est intéressant démocratiquement, ça donne beaucoup de légitimité et de pouvoir au peuple. Mais d'un autre côté, il fallait organiser ça avant. Exact. Depuis qu'Internet est là, c'est beaucoup plus facile. Ben oui. Plus facile. Donc, c'est clair que ça a amené des choses. Maintenant, il y a des sujets sensibles. Tu sais, on n'apprend pas juste, on n'est pas juste dans des techniques, on n'est pas juste dans faire des choses, on est dans la réflexion, tout au niveau des sciences humaines, des sciences appliquées, de l'éthique, de la morale, des nouveaux enjeux sociaux. C'est très complexe. Puis, moi, comme enseignant, je veux essayer d'être à l'écoute de tous, puis de susciter le débat. Et susciter le débat, pour moi, c'est d'opposer des gens qui sont en désaccord. Si on débat puis on est d'accord, il n'y a pas de débat, là. Donc, mais pour ça, il faut être capable d'écouter puis de ne pas se retrancher. Puis des fois, j'ai l'impression que dans ce débat-là, on est très polarisé. Tu es d'un côté ou de l'autre. Moi, je suis pour la nuance. Je pense qu'il faut préserver, il faut faire attention à la sensibilité des gens. Ça, j'en suis certain. Mais d'un autre côté, il faut permettre aux enseignants de faire leur travail, qui est d'enseigner puis de parler de choses des fois sensibles, mais c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Si on n'avait jamais parlé de la traite des esclaves puis du commerce triangulaire qui a eu lieu il y a très longtemps, bien, est-ce qu'on s'en serait là avec les luttes raciales?
Peut-être, mais peut-être pas non plus. Ça permet d'avancer, puis d'ouvrir les esprits, puis nous permettre de faire un pas en avant pour comprendre des réalités. Parce que moi, par exemple, ma réalité, elle est classique, là. Mais quand est arrivé d'autres enjeux, il faut s'informer, il faut prendre le temps. Il y a des gens qui ont fait tout ce chemin-là, mais qui s'attendent à ce que le prof d'université ait fait le même chemin quand lui, l'enjeu le touche peut-être différemment. C'est difficile à conjuguer, puis on est dans la polarisation à la place d'être dans l'écoute puis dans le dialogue. J'ai de la misère. Et ce débat-là, il doit aussi s'inscrire dans... est-ce qu'il faut encadrer la liberté d'expression? On le voit en ce moment avec ce qui se passe en Cour suprême. En Cour suprême. Tu sais, tout ça s'inscrit. Mais tout ça s'inscrit, je pense. On oppose des choses qui, pour moi, ne s'opposent pas. Tu sais, dans le cas de la liberté d'expression face à la dignité de la personne, moi, je suis pour la liberté d'expression, à une certaine limite. Je suis pour la dignité des personnes, mais c'est à une certaine limite. Mais là, on oppose ces deux valeurs-là, qui sont pour moi fondamentales, pour que, légalement, on trace une ligne pour dire c'est là que tu dépasses. Mais je trouve ça triste, on est dans une société de légalistes, puis finalement, il faut toujours que ça soit la loi qui tranche. Mais la société, elle avance, elle évolue. Puis une loi, par exemple, sur l'avortement dans les années 30, ça ne pouvait pas passer. Aujourd'hui, c'est comme absolument normal que ça soit là. Fait que quand on tranche puis qu'on met une limite légale, après ça, je trouve ça complexe. Puis en fait, c'est que ça clôt le clapet des gens qui veulent avoir un dialogue à cause de gens polarisés qui ne souhaitent pas en avoir parce qu'ils ont une conception que leur point de vue, c'est la vérité. Mais dans le domaine social et politique, tu le sais très bien, il y en a très peu de vérité. C'est beaucoup une question de point de vue, d'opinion, de valeur, d'agent de socialisation, de paradigme, de perception, etc. Souvent de fois. C'est difficile à conjuguer. Effectivement, je pense qu'on a un bon débat de société qui se doit de s'amorcer, sur cette question-là. Moi aussi, là, je suis... Où pencher? Est-ce qu'il faut qu'on mette des lignes absolument? Écoute, ou est-ce qu'on n'a pas... J'enseigne la science politique. Quand le débat sur le N-word est sorti là, il y a quelques mois, j'ai été mal à l'aise parce que moi, je dois enseigner des choses en lien avec ce qui s'est passé avec les Autochtones, avec le colonialisme. Donc, j'ai été rencontrer ma direction pour faire comment je me place, comment je peux agir parce que je veux pas, moi, blesser les gens, je veux pas, mais je me dois aussi d'enseigner la vérité, mais les faits historiques. Les là. faits. C'est complexe. Exact. Et tout ça, c'est dans le but d'avancer et de créer des meilleurs citoyens, des gens plus ouverts, tolérants, qui veulent dialoguer. Là. C'est parce que je reviens avec une formule qui est peut-être... mais l'imagination au pouvoir. Et si on ne met pas la capacité d'imaginer au pouvoir de toute activité sociale, je pense qu'on se limite trop. On se limite à ne pas être des êtres humains. Parce que ce qui nous différencie dans notre comportement de l'animal, d'un chien, c'est que nous pouvons imaginer des choses. On peut penser que ça puisse être autre chose. Tenter de sortir du paradigme. Oui. Et à minute où est-ce qu'on fait cela, OK, il y a une démarche, oui, qui se doit d'être suivie. Et ça, dans la démarche... Puis on ne la fait pas tous à la même vitesse. Exactement. Et dans la démarche, là, il y a des éléments qui vont amener à des, entre guillemets, des certitudes. Mais entendons-nous sur le mot certitude. À tout le moins, des choses qui arrivent fréquemment. Ouais. Et ça va nous permettre de pouvoir faire ça. C'est là, je pense qu'il faut aussi orienter ce débat-là. Je maintiens, moi, que l'imagination se doit d'être au pouvoir. On se doit. C'est beau ce que tu dis. Au pouvoir là-dessus. Merci, je trouve que c'est un débat important, puis on prend pas le temps d'y réfléchir puis d'en discuter. On se polarise rapidement. Puis moi, personnellement, là, au début, j'ai fait « Mais non, moi, je me place clairement là. » Puis là, je me suis mis à écouter les gens qui avaient l'opinion inverse. J'ai fait « Mais non, ça a du sens aussi. » Puis là, plus j'en écoutais, plus je disais, plus je changeais d'opinion, plus j'étais là. Au bout du compte, je ne le sais pas où je me situe. Puis on a besoin d'en parler. Mais en parler avec les gens qui pensent autrement, mais qui sont capables d'écouter aussi un point de vue inverse. Et c'est là que je trouve qu'on met la limite, on se radicalise rapidement,
Puis Ouais. autant à droite Ouais. qu'à gauche, Ça, j'ai j'ai un problème avec les gens qui font « Non, mais vous, votre idée n'est pas bonne, c'est la mienne qui est bonne. » Attends, la meilleure idée, probablement entre les deux Entre les idées, deux. là, tu sais. Mais il faut, en tout cas, je sais pas. OK. CHSLD. Enquête du coroner. Nécessaire ou pas? Qu'est-ce que ça va donner au bout du compte? C'est sur les gestionnaires, c'est sur le fonctionnement de l'ensemble du réseau? Parce que là, il y a eu des graves problématiques, puis on a mis, je dirais pas on a mis le doigt dessus, là, on l'a écrasé là, le doigt dessus avec la pandémie. On a réalisé les atrocités de certains CHSLD. On fait quoi? L'enquête va peut-être permettre de nous donner ce que tout le monde pense à un moment donné. Ouais, il y a eu des abus, puis tout le... On va pouvoir mettre des images et des faits sur des abus qui ont été faits. Mais de là à les dire que ça va régler le problème. Ouais, parce que tu n'as pas l'impression, moi, l'impression que j'ai, là, c'est que là, on cherche des coupables. Quand Ouais. ce qu'il faut analyser, c'est le système, pourquoi on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on peut changer. Parce que si tu mets le coupable en prison puis que l'autre personne fait exactement la même affaire, on n'a réglé aucun problème, là. Et ça, c'est une question, c'est sur le débat. Ouais. C'est sur le débat qu'il va falloir on ne peut pas orienter le débat sur juste c'est quoi les coupables. Non, On se comprend? Oui, je suis On se comprend? parfaitement en accord avec toi. Une fois qu'on aura déterminé quels ont été les éléments qui ne sont pas acceptables socialement, et ça, c'est important qu'on puisse être capable de pouvoir le faire, sans rechercher un coupable. Ouais. Sans rechercher un coupable. Il faut qu'on dise telle situation, non, c'est inadmissible. On le faisait, pourquoi qu'on le faisait pour tel... Et fort probablement que ce que nous allons en arriver, malheureusement, comme conclusion directe, c'est que le vrai coupable, je suis désolé de le dire encore une fois, mais c'est le système capitaliste, Gériboire. Le système capitaliste, ouais, c'est que quand tu offres un service, il faut que tu t'organises que ce service-là, il te rapporte de l'argent et que tu puisses faire des profits avec. Or, quand tu fais un service auprès de personnes âgées, où est-ce que tu leur dis, oui, regarde, tu as fait une belle camp, je m'en vais t'organiser que tu aies ta nourriture, tu vas venir à toi À me des dire. prix faramineux, là. Ouais, puis tu regardes, ça va te coûter de temps. Ouais, ça coûte cher. Ça coûte exact, c'est très cher. Très cher. Par contre, pour pouvoir être capable de pouvoir faire ça, là, le capitaliste se dit, ah, regarde, mon personnel, ça coûte cher, ça. On va les mettre tout au salaire minimum. OK? On va s'organiser, puis on leur donnera une couple d'heures. Moi, on fait travailler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Parce que sans ça, je ne ferai pas d'argent avec ce qu'ils me donnent. Or, le vrai coupable, c'est qu'on aborde, je pense, la question de parquer les personnes âgées. Puis je vais fort probablement être pas loin d'être là, moi, là. On les parque et on dit c'est le système capitaliste qui doit le... Et c'est donc le système capitaliste, il ne faut pas oublier que c'est l'argent. OK? Écoute, je te donne, ça te coûte tant là, pour rester ici, ça te coûte pas. Quand là, pour rester ici, regarde, ben moi, là, tel service, je peux plus te l'offrir. Ou encore, quand tu te l'offres, ça va te coûter tant. OK? Mais si tu as besoin d'une infirmière qui va prendre ta pression tous les soirs, oui, on va y aller. Ça va te coûter 3 piastres par jour de plus. Et donc, s'il faut que tu y ailles à tous les jours, tu te ramasses avec une facture de 90 piastres à la fin du mois qu'il faut que tu payes parce que, bon, tu avais besoin d'un service qui n'était... Je comprends très bien, je me mets dans la peau, parce que c'est le même qu'on est aussi au niveau du propriétaire. On en est à se dire, bon, ben écoute, là, ouais, ça me coûte tant, moi, là pour te le donner. C'est face à des considérations humanistes. Exactement. Là, c'est pas, on n'analyse pas la situation actuellement de façon humaine. Parce que moi, je trouve ça débile quand on dit « Ouais, le gouvernement, il a juste à gérer comme dans le privé. » Non, il gère des êtres humains, il gère des sensibilités, il gère des gens là, qui ont de la détresse, qui ont des valeurs, qui sont... Des êtres humains, là, on gère pas des biens et services, là. Tu sais, on aurait peut-être avantage des fois à regarder comment est-ce que dans les sociétés du début du siècle dernier,
qu'est-ce qu'on fait? Ou dans certaines sociétés dites primitives, c'est qu'on fait avec les personnes âgées. C'est quoi le rôle qu'on leur donne? Est-ce qu'on les parque en leur disant « Hey, t'es ta retraite, tu fais plus rien! » Ben, moi, je suis chanceux. Je suis à ma retraite. Puis, une fois ou 2 semaines, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer avec toi sur des idées et des choses. J'ai encore une activité, entre guillemets, sociale. Je trouve ça plaisant. Ouais, je pourrais, sans ça, je fais du casse-tête. Puis je fais des camions de mes petits. Ouais, mais t'es bon en casse-tête. Oui, ça, le numéro. Bien, ce que je veux dire, c'est que des personnes âgées, dans les sociétés, entre guillemets, qu'on dit dites primitives, avaient un rôle dans la société. Avaient un rôle et ils avaient des activités. C'était la sagesse, c'était la transmission de la tradition. C'est ça, de la tradition, ces choses-là. Ouais. Aujourd'hui, une personne âgée, aujourd'hui, qui fait du iPad, ça n'a pas de bon sens. Ça ne trouve même pas de bon sens. Elle, après, elle fait du iPad. Ma mère fait du iPad. Ben oui, ça, c'est puis le jour où elle n'en fait pas, là, puis elle joue aux cartes sur son iPad. Mais elle fait du iPad. C'est pourquoi c'est que, bon, oui, elle fait ça, elle fait pas ça pour être capable de faire une production quelconque, mais à tout le moins, elle permet d'avoir une activité qui, lui, fait rentrer en contact avec le monde. Il me reste juste 5 minutes, puis je veux absolument parler de ce sujet-là, parce que je sais que ça te touche. Le plan d'action d'Ottawa sur la langue de travail. Il m'a pas ça sur la cravate. Ah ouais, bon, mais là, ils veulent faire un nouveau plan d'action pour la langue de travail qui serait inspiré à certains endroits de la loi 101, clairement, quand on dit là, des entreprises de plus de 50 personnes, etc. Là, on voit des clins d'œil. Pour protéger, en fait, la langue de travail, surtout, entre autres, quand tu es unilingue, pour qu'on puisse te permettre de travailler quand même dans ta langue de travail, une langue francophone, une langue anglophone. Ce serait applicable au Québec, mais aussi pour protéger les minorités linguistiques à l'extérieur du Québec, donc au Canada. T'en penses quoi? Parce que d'un autre côté, au Québec, on est supposé de modifier la loi 101. Là, on sent qu'on est entre 2 zones et qu'il y aura certainement conflit constitutionnel en lien avec qui a le droit de gérer quoi. Mais ça, on est habitué, là. On le vit ici depuis une 50aine d'années, là, cette espèce de débat-là fédéral-provincial sur la préservation de la langue. Là. On le vit depuis 1867. Non. Ouais. Ce que je veux dire, oui, là, mais... Je veux dire, c'est que notre où système on a pris Écoute, ça m'a passé... Okay. J'ai pas vu cet élément-là, mais ça voudrait dire quoi? Je suis, moi, unilingue français. Je veux m'en aller faire une émission, qu'en pensez-vous, en Ontario. Et à TV Ontario. Et à TV Ontario, ils parlent anglais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi j'irais là, il sera obligé de me parler en français. Bien, en tout cas, que il ne pourrait pas t'empêcher de travailler en français. Maintenant, là, le cas d'une émission de télé, c'est peut-être complexe parce qu'on est dans la culture puis dans l'expression. Mais imaginons plutôt que toi, je sais pas, moi, tu es un soudeur, tu trouves une job au Manitoba, à Saint-Boniface, comme soudeur, puis tu es d'une shop où ça parle juste en anglais, mais il faudrait qu'il t'accommode pour que toi, tu puisses travailler en français quand même si le milieu est totalement anglophone. Donc, il y aurait des obligations données à des employeurs. Écoute, on est dans la réflexion. Tu sais, au fédéral, on annonce des affaires, puis 4 ans plus tard, là, on annonce encore la même affaire parce que ça avance pas vite. Je comprends qu'en cas de COVID, en période de COVID, il n'y a rien qui avance rapidement, mais l'état de la langue française, tu sais, toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu ferais plus confiance au gouvernement provincial ou fédéral pour gérer ça? Non, je pense que ça appartient effectivement à l'ensemble des États primaires que sont aujourd'hui les provinces, qui pourraient être un pays, mais en tout cas, qui sont aujourd'hui des provinces. Je pense que ça appartient au départ aux gens qui vivent sur ce territoire-là à déterminer de quelle façon on peut articuler la première langue. As-tu l'impression que le fédéral fait ça parce que le provincial s'y est mis aussi? Parce que quand personne n'en parlait là, au provincial, au fédéral, on n'en parlait pas non plus. Là, c'est comme devenu important. Mais je pense que, oui, mais ça vient... Je me mets en Alberta, là.
C'est-tu une préoccupation, ça, en Alberta? Je sais pas. J'allais... Oui, c'est une préoccupation au Québec. Oui, ça Je te le dis. Oui. Ça, c'est une préoccupation au Québec. Tu vas aller essayer d'avoir une information sur Internet, puis le 90 du temps, tu vas l'avoir en anglais. Je vais boire, tu l'as même pas en français. Mais ça, là, c'est un problème, oui, qui nous est nous. On est quelques millions sur une multitude d'anglophones en Amérique du Nord. Puis on aura toujours la problématique de se défendre ou de se battre là-dessus. Mais le fait qu'au fédéral, la préoccupation de l'Albertain ou du gars qui vit ou de la femme qui vit en Colombie-Britannique n'est pas de savoir c'est quoi ma langue française, la langue française, de sauver la langue française. Et écoute, je parle en anglais, là, puis je veux parler en anglais. Là. Oui, puis as-tu l'impression qu'on s'est un peu tiré dans le pied au Québec, en ce sens où, même si on veut, puis on le dit, tous les gouvernements l'ont fait, valoriser le français, le protéger, etc., on reconnaît toujours l'importance d'apprendre l'anglais comme si l'anglais était une langue supérieure à la langue française. Je sais pas si je suis clair. Je vois ce que tu me dis là. La nécessité de l'anglais repose aussi dans le fait que ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. On est peu de millions devant une mère anglophone. Ah oui, il faut que nous communiquions aussi avec la mère anglophone. Ouais. Il faut qu'on communique. D'où la nécessité d'avoir, à tout le moins, de s'être capable de se débrouiller en anglais. Et j'ai eu le malheur d'aller faire un tour à Hawaï il y a 2 ans, là, OK? Écoute, moi, je parle français. Je baragouine quelques mots en anglais. Mais là, quand il fallait que je commande, là, mon fast-food, là, quand il fallait... je pointais. Mais écoute, moi, j'ai voyagé énormément, puis la problématique, elle est grande partout. Hein. Je me rappelle être en Lettonie, et les gens... Moi, je me forçais... J'aime toujours essayer d'apprendre des mots de la langue. Puis, quelqu'un m'a dit, il dit, arrête, ici, le monde parle anglais ou russe. Le letton, c'est en train de mourir. Je fais, hein, c'est triste à quelque part, tu sais, mais... Je comprends, ils sont, écoute, 2-3 millions d'un pays gros comme plus petit que le lac Saint-Jean. C'est ça. C'est complexe. Hey, je savais que ça allait être intéressant de jaser de ça avec toi. Malheureusement, on n'aura pas le temps de parler de ton ami Donald, mais on se reprend. Sûrement qu'ils vont revenir dans l'actualité. Merci Jules. Merci à vous d'avoir été des nôtres. C'était très agréable encore comme émission. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine.